L'anesthésiste réanimateur avec l'obstétricien, notamment dans les formes les plus graves de la prééclampsie, doivent organiser et discuter d'une stratégie thérapeutique. Cette dernière s'inscrit et s'établit idéalement, et le plus souvent, et c'est la recommandation d'ailleurs, dans un centre de type 3 où on pourra accueillir un prématuré, voire un extrême prématuré, et également pouvoir surveiller et éventuellement réanimer la patiente en situation critique. Ensuite, naturellement, en fonction du terme, soit un très petit terme, auquel cas il faut malheureusement envisager une interruption thérapeutique de la grossesse, ou un terme au-delà de 34, certains parlent même de 32 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire un terme où il y a déjà de très bonnes, une survie quasiment constante et moins de séquelles ou pas beaucoup de séquelles pour les enfants, d'interrompre la grossesse. Et puis entre les deux, une surveillance armée pour pouvoir bénéficier des 48 heures de corticothérapie idéale pour la maturation fœtale, tant pulmonaire que cérébrale. Et donc dans ce contexte, il faudra peser les bénéfices et les risques à maintenir la grossesse pendant au moins 48 heures pour que le bébé puisse bénéficier de cette corticothérapie, mais également essayer de faire en sorte qu'on ne prenne pas trop de risques pour la maman comme pour le bébé. Abordons maintenant la réanimation des formes, notamment les plus graves de la prééclampsie. Rappelons à cet effet que 10% des femmes prééclamptiques vont présenter une forme particulièrement grave menaçant leur pronostic vital, soit sur des niveaux de pression artérielle importants, supérieurs à 160 de systolique et 110 de diastolique de manière prolongée, soit sur l'importance de l'albuminurie, supérieure à 3 grammes par 24 heures, soit sur l'existence de signes de gravité associés, qui sont cliniques d'abord, l'apparition de signes neurologiques, céphalée, troubles visuels, hyperréflectivité et au maximum convulsions, qu'on appelle crise d'éclampsie, crise éclamptique. La deuxième, c'est l'existence et l'apparition de nausées, de vomissements qui est inhabituelle en fin de grossesse, bien sûr, accompagnée de douleurs épigastriques ou de l'hypocondre droit, la fameuse barre épigastrique. Et enfin, l'apparition d'une oligurie et de signes de surcharge, notamment de surcharge pulmonaire. Des signes biologiques qu'il convient de chercher, notamment à la recherche du HELP syndrome, un syndrome protéiforme qui peut associer le plus souvent une hémolyse, une thrombopénie et une cytolyse hépatique, mais parfois uniquement l'un ou l'autre de ces composés. Et enfin, l'apparition et la dégradation de ces signes et cliniques et biologiques de manière rapide, la cinétique des troubles étant la signature d'une forme particulièrement grave de la maladie. Rappelons aussi que la prééclampsie est la deuxième cause de décès maternel dans le monde, naturellement, mais également dans les pays riches. Et donc, il convient de savoir détecter les formes particulièrement graves pour les hospitaliser et les traiter activement. Les traiter activement, c'est traiter principalement l'hypertension artérielle, pour éviter que les patientes restent sévèrement hypertendues, sur des durées prolongées, les exposant ainsi à faire des complications. Dans les formes graves, et les complications maternelles qu'on observe, la première, c'est la survenue des hématomes rétroplacentaires, notamment à l'occasion de poussées d'hypertension artérielle. Elles accompagnent ou précèdent, mais sont souvent simultanées avec la survenue d'une crise d'éclampsie. Ce qui amène, en cas de crise d'éclampsie, à faire, en tout cas à recommander de faire rapidement une échographie, non seulement pour vérifier la viabilité fœtale, mais également pour vérifier l'absence de constitution d'hématomes rétroplacentaires, extrêmement dangereux et pour la maman car elle va activer des phénomènes hémorragiques et de coagulation intravasculaire disséminée, mais également bien sûr sur le devenir fœtal. Des troubles de l'hémostase et la CIVD qui peut accompagner ces événements, l'œdème aigu du poumon, notamment dans le postpartum, des insuffisances rénales aiguës, des hématomes sous-capsulaires du foie, des hémorragies cérébrales, et puis deux éléments importants, ce sont les troubles visuels qui peuvent accompagner la prééclampsie, l'éclampsie et éventuellement le PRES syndrome dont on reparlera plus tard. Et enfin, le fait que les patientes resteront ultérieurement des patientes potentiellement hypertendues, mais ça sera discuté bien sûr dans d'autres chapitres de ce MOOC. Une fois qu'on a détecté les formes graves de patientes prééclamptiques, on doit mettre en route des traitements qui visent, à traiter et contrôler l'hypertension artérielle. Deuxièmement, maintenir ou restaurer
un état hémodynamique satisfaisant, notamment pour la perfusion placentaire et la viabilité fœtale, et puis éventuellement éviter les œdèmes liés à une surcharge importante. Concernant l'hypertension artérielle, on le sait, son traitement va diminuer la mortalité et la morbidité maternelle. Elle ne va en revanche rien changer sur l'histoire naturelle de la maladie. Aujourd'hui, plusieurs classes médicamenteuses sont utilisées. Dans les formes graves, elles sont utilisées par voie intraveineuse. Et en France, c'est principalement les inhibiteurs calciques, notamment la nifedipine ou la nicardipine, qui sont utilisés, ou un alpha et bêta bloqueur, le Trandate, seul ou associé, de manière à faire baisser la pression artérielle, mais de manière douce, progressive, en évitant toute chute trop brutale de la pression artérielle qui pourrait altérer le débit utéroplacentaire et le bien-être fœtal. Concernant le remplissage, il est classique de dire que la prééclamptique est une femme qui présente certes une rétention hydrosodée majeure, avec une prise de poids et des œdèmes, mais essentiellement dans le secteur interstitiel, et donc avec une hypovolémie relative. C'est la raison pour laquelle, avant de traiter ou d'instaurer un traitement antihypertenseur et dans la prise en charge initiale d'une patiente, on la réhydrate avec exclusivement des cristalloïdes, pas de colloïdes et pas d'albumine, ainsi que l'ont montré un certain nombre d'études randomisées, ainsi que des méta-analyses. Tout ça s'effectue sur des voies veineuses périphériques, avec des cristalloïdes et avec un objectif de maintenir une diurèse, éventuellement de la relancer, sans aller dans l'excès qui peut exposer les patientes à l'œdème cérébral ou l'œdème pulmonaire. C'est particulièrement vrai et révélé le plus souvent en postpartum. Il convient, en traitant l'hypertension artérielle, de ne pas maintenir pendant trop longtemps des niveaux d'hypertension artérielle trop importants, mais également faire attention à faire baisser cette pression artérielle relativement doucement. Ce n'est pas la peine de faire passer une patiente de 22,14 de pression artérielle à 12,8 en quelques minutes, au risque de déclencher une baisse de la perfusion utéroplacentaire et d'une mauvaise tolérance de la part du fœtus naturellement. Concernant les complications de la prééclampsie, la première, bien connue, c'est l'éclampsie, c'est-à-dire la survenue chez une patiente sans antécédent neurologique, dans le cadre de la grossesse, le plus souvent dans le cas d'une prééclampsie connue, mais la crise d'éclampsie peut être inaugurale, de convulsions tonico-cloniques, classiquement, qui doivent être contrôlées, traitées, par la mise en route rapide d'un traitement anticonvulsivant, le plus souvent en France des benzodiazépines qui sont facilement et largement utilisés en routine, suivis immédiatement par un traitement par le magnésium, avec une dose de charge et une dose d'entretien, une dose de charge de 4 grammes dans les 20 à 30 premières minutes à la seringue électrique, suivie d'une dose d'entretien de 1 gramme à 2 grammes par heure, avec une surveillance rapprochée, notamment clinique, pour éviter les risques de surdosage en magnésium, dont l'existence ou dont l'incidence est relativement faible et peut être détectée par une surveillance simple du niveau de réflexe, de la fréquence respiratoire et également un ajustement de l'administration du magnésium en fonction de la diurèse. Quelques mots sur le magnésium. Le magnésium est un agent tocolytique, mais à beaucoup plus forte dose que celle utilisée pour soit contrôler une crise d'éclampsie, soit la prévenir. Le magnésium est le traitement obligatoire de la crise d'éclampsie. Il y a des démonstrations scientifiques, c'est un médicament qui ne coûte rien, qui est largement accessible dans les pays pauvres, c'est la raison pour laquelle il est largement utilisé dans les pays émergents. Sa surveillance et la surveillance de son administration est clinique par la fréquence respiratoire et sa mesure, par l'observation et la surveillance des réflexes pour vérifier que l'administration du magnésium restaure une normoréflexivité, mais pas d'hyporéflexivité, voire d'aréflexie. Et puis enfin, par la diurèse, car c'est un médicament d'élimination rénale, et dès que la diurèse réduit, eh bien, on risque le surdosage en magnésium. Enfin, bonne nouvelle, il y a une antidote au magnésium en cas de surdosage, qui est le gluconate de calcium. S'il est parfaitement établi que le traitement de référence de l'éclampsie, c'est le magnésium pour 1. Contrôler la crise, 2. Éviter les récidives, ce qu'on appelle la prophylaxie secondaire, il y a dans la littérature
une grande étude qui confirme le rôle préventif en prophylaxie primaire de la survenue d'une crise d'éclampsie chez une femme qui n'aurait pas encore convulsé. C'est l'étude MACPI. C'est une étude qui a été publiée dans le Lancet il y a quelques années, un travail tout à fait remarquable qui a consisté à randomiser en multicentrique et sur plusieurs pays du monde l'administration de magnésium ou de placebo à 10 000 femmes après une dose de charge de 2 à 4 grammes puis un relais par 1 gramme par voie intraveineuse ou intramusculaire, et a montré que le magnésium était plus efficace que le placebo, avec un risque d'éclampsie de 0,8% dans le groupe magnésium versus 1,9% dans le groupe placebo et une réduction statistiquement significative de la survenue de cette crise d'éclampsie. Dans ce papier, il y avait même une tendance à une réduction de la mortalité maternelle ainsi qu'une réduction de la survenue des hématomes rétroplacentaires. Néanmoins, le nombre de patients à traiter pour éviter une crise de convulsion est importante. Le NNT était aux environs de 111, c'est-à-dire qu'il faut traiter 111 prééclamptiques pour éviter à la 112e de faire une crise de convulsion, ce qui fait que le médicament, même s'il est supérieur au placebo, est quand même relativement peu efficace et son administration systématique en prophylaxie primaire est largement discutée.